voit qu'il y a un réel impact positif. Voilà, il m'aime pas. Voilà, ça, c'est une distorsion cognitive. La perte de motivation, notre manière de surmonter un obstacle. Bonjour et bienvenue sur la chaîne monsoin.ch, la première plateforme en Suisse qui met en relation des thérapeutes avec des patients. Aujourd'hui, on reçoit Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Patricia. Chercheur junior en psychologie à l'université. Avec Loïc, aujourd'hui, on va parler des circuits neuronaux et de quelle manière nos traumas d'enfants s'empruntent dans notre cerveau. On va parler aussi de comment on peut reconditionner certains chemins neuronaux avec des pensées positives et on va aborder son travail de doctorant qui porte sur la fibromyalgie. Ensuite, Loïc va aussi nous parler positivement des médecines alternatives et de comment le cerveau y trouve aussi son compte. Donc, restez avec nous. Merci de nous liker, merci de vous abonner, de nous commenter et puis de nous retrouver aussi en podcast sur Spotify. Bonjour Loïc. Bonjour Patricia. Je vais commencer par te présenter de ce que je sais, que tu es un chercheur junior en psychologie de l'université, que tu as déjà fait un master, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, on trouvait intéressant d'avoir la vision d'un presque, comment on va dire, un scientifique en tout cas, sur la matière qu'on traite ici avec les médecines alternatives. Ouais. Voilà. Et puis, je pense que ça va être intéressant d'aborder déjà deux thèmes principaux pour cette première interview. Un thème, c'est, tu es en train de faire une recherche sur la manière dont le cerveau se modifie avec les traumas qu'on a vécus dans l'enfance en l'occurrence. Et le deuxième sujet, ça sera ton futur travail de doctorant qui traite de la fibromyalgie. Et ça, tu vois, on est dans l'air du temps totalement, quoi. Donc, c'est super. Je sais que tu vas nous parler beaucoup donc de l'activité cérébrale en des termes peut-être qu'on ne comprendra pas toujours, mais voilà, je vais peut-être t'interrompre pour te demander plus d'explications. Oui, bien sûr. Ou comme ça, voilà. Et puis voilà, pour entrer dans le vif du sujet, comment ces traumas modifient au fait l'activité cérébrale. Ça, c'est le grand sujet, quoi. Ouais. Alors, question très très vaste, Ouais, qui fait appel à une théorie bien connue dans notre domaine, c'est la théorie des corrélats neuronaux. Des corrélats neuronaux. Alors, c'est une théorie qui dit, pour imager un peu, que nous sommes le résultat de ce que notre cerveau devient au travers des expériences que l'on vit. Donc, on vit des expériences, ça va amener la création de chemins neuronaux, de connexions entre certaines neurones, certaines parties du cerveau, et ce qui va ensuite avoir des implications directes sur notre comportement et la personne que l'on devient. Donc, en ça, voilà, on va vivre un trauma, il va y avoir certaines parties du cerveau qui vont être activées, on pense à l'amygdale pour le stress, par exemple l'hippocampe pour la mémoire qui va intégrer, ou justement dans certains cas de trauma, chercher à enlever ce trauma et cette partie de la mémoire. Et ça va façonner des chemins qui vont créer des différences comportementales chez ces personnes-là. Donc c'est là qu'on arrive, donc, tu disais, à cette première recherche. Oui, c'est ça, exact. Donc en l'occurrence, cette recherche vise à comprendre comment le trauma va influencer des modifications, le développement du cerveau. Principalement, nous, on se focalise sur deux systèmes, à savoir le système de la récompense. Donc en fait, les personnes qui ont subi des traumas vont développer très souvent ce qu'on appelle de l'anédonie. De la L'anédonie. 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 Donc en fait, l'anédonie, c'est simplement la perte de motivation pour toute chose. La perte de motivation, ce qui en général va
créer, en tout cas va donner un terrain fertile à la dépression. Et dans notre cas, on essaie de comprendre comment ça se fait que chez ces personnes, de manière générale, il va y avoir une activation du système de la récompense qui va être émoussée, ce qui va créer un peu un émoussement émotionnel. On ne va plus être attiré vers les choses qui nous font vibrer habituellement, on ne va plus avoir la motivation d'aller chercher. Donc ça diminue l'attrait pour les choses auxquelles on prend plaisir normalement, c'est ça ? La perte de plaisir, c'est encore un peu un autre terme, mais c'est lié, tout est lié. Mais donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a la réaction au stress. Donc là, qui va plus se passer du côté de l'amygdale. Bon, tout ça, c'est vraiment le centre du cerveau. Hein. L'amygdale qui sert habituellement, en tout cas chez les individus normaux, à réagir face à un stress. Oui. Là, il y a un ours qui arrive dans la pièce. Tout le monde va être paniqué. C'est l'amygdale qui va s'activer. On fuit. Voilà, exactement. Fight or flight, c'est ça qu'on dit. C'est combattre ou fuir. Ou fuir. Donc, chez les personnes atteintes de dépression ou alors qui ont subi des traumas, on remarque une trop haute activité de l'amygdale qui va créer justement cette tension tout le temps, des personnes très stressées de manière générale. Comment dire ? C'est comme si le tensiomètre était toujours activé à un niveau trop haut. Exactement. Tout le temps. Ouais, mais exactement. Ça, c'est épuisant pour la personne. Absolument. C'est ça, hein ? Absolument. Voilà. Donc, elle peut se sentir toujours en stress. Absolument, c'est exactement ça. Okay. Voilà, ça va être dû donc à cette suractivation, ou en tout cas cette activation un peu tout le temps présente de l'amygdale chez ces personnes. Et donc nous, notre rôle dans ça va être d'essayer de comprendre comment la résilience prend place dans la réaction au trauma. La résilience, donc se remettre debout, ou en tout cas, reprendre pied. Voilà, la résilience, on peut le définir. J'ai pas une définition d'un auteur en tête, mais pour faire simple, on peut le définir comme la manière dont on va remettre nos émotions à zéro pour continuer à vivre. Enfin, voilà, notre manière de surmonter un obstacle, en fait. Oui, voilà, c'est ça, donc, exact. Là, dans notre cas, nous, on l'étudie par le biais d'une remise à zéro émotionnelle, un temps de repos après un des stimulus stressants qu'on montre, en fait. C'est-à-dire que vous mettez la personne en calme pour faire descendre ces tensions. Exactement. Et puis après, vous mesurez combien de temps il lui faut pour... Alors, dans notre protocole, on fait ça avec un IRM, donc une imagerie par résonance magnétique, pardon. On va montrer un film qui fait un peu peur, ou du moins qui est stressant, pendant l'IRM. Et après, on va leur donner 90 secondes de calme, vraiment, écran noir. La personne sera dans sa tête, remise à zéro. Et on va regarder en fait comment se passe l'activation cérébrale à ce moment-là. Et on va comparer ça à une même modalité, mais avec des films qui ne font pas peur, des films neutres. Et ce qui va nous permettre ensuite de comparer les deux pour voir s'il y a une activation différente, s'il y a en fait une consommation de ressources cognitives qui va être différente d'une manipulation à l'autre. Et ça chez des individus qui ont subi des stress durant l'enfance et des individus qui n'en ont pas subi. Quand tu parles de trauma durant l'enfance, on est d'accord que ces traumas peuvent être de toute nature. Ça peut être des petites choses, mais qui ont un impact énorme pour la personne. Absolument. C'est ça ? Absolument. Ce qui est important, en fait, c'est la subjectivité à ce moment-là. Deux personnes ne vont pas intégrer un stimulus de la même manière. Deux personnes qui ont deux parents qui se séparent ne vont pas vivre la chose de la même manière, et il y a toujours des circonstances différentes, etc. Donc, oui, là, ce qui est important, c'est la subjectivité de l'individu par rapport au trauma, ou en tout cas au stress qu'il a vécu. C'est vraiment ça qui est important. Est-ce que les personnes qui ont subi ces traumas, est-ce qu'ils sont toujours conscients
de ces traumas? Non, pas Ah ben toujours. voilà, c'est ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, des fois l'hippocampe, donc, qui est le siège de la mémoire, va éradiquer bon, c'est dit de manière très vulgarisée, bien sûr, mais voilà, éradiquer certains pans de mémoire, justement parce que, c'est une hypothèse, mais parce que l'épisode serait trop dur à intégrer émotionnellement pour la personne. Ok, donc c'est comme un reset, touche pas. On peut voir ça comme ça. C'est comme ça que certaines personnes oublient totalement un trauma qu'ils ont vécu, mais gardent quand même certaines séquelles, comme je disais, avec cet état de stress constant. Voilà. Donc voilà, l'épisode en lui-même peut être oublié, n'est pas toujours conscientisé, ou alors même des fois il est normalisé. On peut parler des gens qui ont eu des parents un peu violents durant leur enfance, mais c'était normal pour eux parce que c'est, on va dire, la culture familiale. Et cette normalité, elle ne va pas déclencher forcément un trauma? Disons que la réaction physiologique, on n'est pas sûr, mais la réaction physiologique, a priori, a de grandes chances d'être la même. Quand même. Néanmoins, la personne n'aura pas forcément conscience que ça s'est créé comme ça. Et c'est là que c'est une piste à investiguer, hein, vraiment, ça c'est des recherches à faire qui ne sont pas encore très abouties et absolument claires. Ouais. C'est est-ce que une personne qui n'a pas conscience de son trauma aura exactement la même expression qu'une personne qui a subi le trauma mais qui en est conscience. Ça, on n'en est pas sûr. Et il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas tout le temps parce que il y a différents facteurs, chaque individu est différent. Et toutes les expressions des stress durant l'enfance sont différentes suivant la personne. Question complexe. Non, c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire, comme on reçoit, nous, des thérapeutes ici qui nous parlent des expériences qu'ils ont avec leurs patients. Ces patients consultent parce que quelque chose est bloqué physiquement. Et là, on entend, avec ce que tu nous racontes, que carrément, ça s'est inscrit dans le cerveau. Enfin, dans le cerveau, on peut retracer un chemin qui indique réellement qu'il y a eu quelque chose, quoi. Au fait, c'est ça qui est intéressant. Alors, on est loin de pouvoir faire des diagnostics par IRM en c'est disant, sûr. non. Telle activation, donc on pense que vous avez subi des traumas. Non, on est très loin d'être là. Néanmoins, oui, il y a des activations qui se font sur certains symptômes, certains types de personnes. Et j'ai oublié la question. Non, je disais que c'était intéressant de s'imaginer effectivement que, tu vois, ces personnes, elles viennent parce que émotionnellement, quelque chose coince. Et là, on parle carrément d'une activité qu'on peut voir, donc qui est presque physiologique, au fait. Et puis, à quel moment, enfin, comment on intègre une émotion ou comment on peut relier une émotion à une activité cérébrale? Ça, c'est un pan entier de la psychologie. Qui reste encore à explorer. Qui est en recherche. Qui est en recherche. Alors, il a été démontré il y a 7 années, si je ne dis pas de bêtises, autour du mois de mai, un peu avant. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une chercheuse américaine qui a démontré que, contrairement à ce qu'on pensait, les émotions n'ont pas un chemin spécifique. C'est-à-dire que la joie ne va pas avoir une activation spécifique, comme la colère ne va pas avoir une activation spécifique. Chaque personne va avoir, il y aura sûrement des schémas similaires entre les individus, mais chaque personne aura une manière aura une activation liée à la colère qui va être différente d'une autre personne. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi, qui expliquerait pourquoi tu es joyeuse d'une manière différente, donc moi je vais être joyeux. On a des expressions différentes de nos émotions. Et c'est sûrement d'ailleurs ça qui va avoir des implications directes sur comment est-ce qu'on intègre un trauma, ou en tout cas un stimulus stressant, émotionnellement, et comment est-ce que cela va s'exprimer par la suite. Ce qui fait encore le lien avec la résilience par après. Donc, tout est lié. Mais c'est génial, ça veut dire que chaque émotion, pour chaque individu,
elle a son chemin particulier, est dans la tête, est dans le cœur et partout ailleurs. Donc vraiment, on est des êtres uniques à tous les niveaux, quoi, au fait. Ah, unique, je sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de facteurs entrant chez chaque personne, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Revenons à ces chemins qui se font particulièrement dans ces chemins neuronaux, comme tu disais. J'ai assisté, tu m'as fait voir à la porte ouverte ça s'appelait Explora, voilà, exactement. Tu m'as fait découvrir un jeu que vous avez inventé dans votre institut de psychologie qui nous rend conscients comment on a des chemins parfois tout faits et comment on peut, par un jeu, tout d'un coup avoir une idée différente. Ouais. Alors pour recontextualiser, donc c'est la docteure Shirin Fahim qui a créé ce jeu. Alors je suis pas sûr qu'elle ait créé ça dans le cadre du laboratoire, peut-être plus dans le cadre de son entreprise, mais enfin bref. Voilà, elle a créé un jeu, des jeux d'ailleurs, pour essayer de créer une porte d'entrée aux neurosciences par le biais de la pédagogie et du jeu. Donc en l'occurrence, voilà, c'était un genre de jeu des 7 familles. Mais c'est ça. Qui visait à faire le lien entre des comportements que l'on a au travers des distorsions cognitives. Donc les distorsions cognitives, c'est un peu tous ces chemins facilitant, c'est ça. Facilitant l'intégration, en tout cas ne demandant pas trop de ressources cognitives, et donc le lien entre ça et les chemins cérébraux, les réseaux cérébraux plutôt, qui s'utilisent. Donc par exemple, voilà, je me rappelle, j'ai plus tout en tête, mais il y avait des chemins entre donc l'amygdale, comme je disais, centre du stress, et cortex orbitofrontal, donc tout ce qui va être prise d'informations émotionnelles et de salience. Et on pouvait lier ça avec des distorsions cognitives du fait de... je me rappelle, j'ai plus le nom des distorsions en tête, encore une fois. Mais par exemple, quand on systématise une information négative, émotionnellement négative pour nous, par exemple, oh non, ça je suis pas bon, ça j'y arriverai jamais. Et du coup, elle fait le lien entre les réseaux cérébraux et les comportements facilitants, comme ça. Donc que ce soit les normalisations. Karine, elle est jamais de bonne humeur. Exact, j'allais dire. Ouais. On avait l'exemple où elle est toujours en retard. Elle vient une fois en retard, mais nous, d'office, on dit mais elle est chaque fois en retard. Ouais. Et puis, voilà. Et du coup, ça, c'est une pensée facilitante, comme tu disais. Ouais, je parle de pensée facilitante parce que c'est facilitant dans le cadre de notre cerveau. C'est-à-dire que c'est facilitant dans le sens où le cerveau a besoin de moins de prise de recul, donc moins d'utilisation de ressources cognitives. Et donc, c'est plus facile de dire elle est chaque fois en retard. Dans ce sens-là. Voilà, exactement. Et alors oui, certaines personnes vont avoir plus de tendance à ces facilitations cognitives que d'autres. Et ça va être en lien avec le manque de prise de recul, etc. Voilà. Et tout ça, c'est des compétences qui se travaillent et qui sont en lien donc avec, comme on disait, certains réseaux cérébraux. Ça veut dire que si on muscle notre cerveau pour réfléchir autrement, déjà on prend du recul, on essaye de trouver une autre pensée. Ah, peut-être tu me suggérais de penser peut-être qu'elle a été prise dans la circulation, ou voilà, où il y a eu n'importe quel événement qui a pu faire. Mais ça veut dire que notre cerveau doit aussi faire un travail pour ne pas tomber dans des schémas connus, mais qui sont finalement négatifs. Alors, parce que ça change tout comment j'accueille la personne. Bien sûr. Si moi-même je me dis « Oh, mais elle est chaque fois en retard ouais, voilà, enfin, il y aura peut-être moins de joie dans ma manière de l'accueillir que si je vais vers elle en me disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Nanana, tu as eu un imprévu ou comme ça ?» C'est ça. Oui, bien sûr. C'est un peu capillotracté
de dire, enfin capillotracté, en tout cas c'est un peu trop en avance de dire qu'on peut muscler notre cerveau et que cela va engendrer une prise de recul plus facile. Par contre, il est clair que plus tu auras tendance à réfléchir à des situations, prendre ça comme automatisme, prendre du recul par automatisme en te disant non, il y a peut-être plus de raisons qui expliquent le comportement de telle personne. Enfin, pourquoi mon patron m'a gueulé dessus, peut-être que c'était une mauvaise journée, peut-être aussi que on peut se dire voilà, il m'aime pas. Voilà, ça c'est une distorsion cognitive. Mon patron m'a gueulé dessus, il m'aime pas. Je vois bien. C'est sûr, ouais. C'est certain, il m'aime pas. Il doit me détester. Alors que non, peut-être que il n'a pas dormi de la nuit, il a 3 enfants à charge qui ont fait que pleurer le matin et qui ne voulaient pas prendre leur petit déjeuner, j'en sais rien. Voilà, il y a très souvent beaucoup plus de facteurs que ce qu'on pense derrière le comportement d'une personne. Et c'est vrai que plus on aura tendance à prendre du recul par rapport à une situation, plus on va avoir tendance à avoir cet automatisme. Et alors de là, voilà, à dire que ça va muscler notre cerveau, en tout cas créer des connexions entre certaines zones, peut-être. Pardon, certaines zones et certains networks, peut-être pas. En tout cas, c'est une question ouverte. Ouverte. Ça peut être intéressant de faire une recherche là-dessus. Bien qu'il soit possible que ce soit trop petite connexion pour être vraiment étudiable, je ne sais pas. on verra tout ce que ça nous apporte. En tout cas, ce que je peux te dire, en tant que début de carrière de chercheur et de scientifique, tout début. C'est ça que tu peux dire maintenant. Voilà. Exact. Revenons peut-être à ces traumas où vous avez aussi constaté que, c'est pour ça que j'aimerais faire le lien avec monsoin.ch, puisqu'on propose des thérapeutes qui offrent des méthodes alternatives et que cette manière d'aborder des traumas, elle est quand même bénéfique, ou en tout cas, elle montre un effet bénéfique sur le comportement du cerveau. Monsoin.ch qui fait écho à des médecines alternatives qu'on utilise en traitement de deuxième main pour traiter des maladies. Donc on parlait de dépression, on pourra parler de fibromyalgie par la suite. Exact. C'est une question tout à fait intéressante parce qu'on se rend compte de plus en plus, il y a vraiment de plus en plus d'articles qui commencent à investiguer cette partie-là. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Et alors il y a un vrai débat qui se crée. Parce que, d'une part, dû à la pluralité des médecines alternatives et de ceux qui les proposent, qui parfois sont de qualité, on va dire, parfois non. En tout cas, ce pan de la médecine alternative, du coup, souffre du manque de professionnalisme, je dirais. Mais il y a quand même des articles qui ont tendance à montrer qu'environ 30% de ces médecines alternatives ont tendance à marcher. Donc on voit qu'il y a un réel impact positif de ces médecines sur des patients qui ont de réelles maladies. Et alors, l'explication, ça, pour le moment, on ne l'a pas, dû au fait que on manque de moyens pour étudier ça. C'est ça. Voilà, comment étudier. Et c'est pas mesurable au niveau. Tu parlais de l'activité cérébrale, on peut pas encore le mesurer comme un effet de médicament, par exemple. On commence à l'être. Ça commence. Par exemple, dans le cadre de ma thèse, qui est ma future thèse, on commence à étudier. On a fait ça pendant 4 ans, à étudier l'effet de la mindfulness, donc la méditation en pleine conscience, chez les personnes atteintes de fibromyalgie. Ah voilà, ok, on y arrive. On y arrive. Génial. Et on essaie de voir, est-ce qu'il y a une différence dans les connectivités? Est-ce que ça va créer une différence dans les activations? On se focus sur le système de la récompense. Est-ce qu'il y a des différences sur le système de récompense en termes d'activation liées à une récompense? Donc voilà, c'est des questions qu'on est en train d'investiguer. Et en termes de résultats préliminaires, j'ai fait mes tout premiers résultats avant-hier. Donc c'est vraiment tout neuf. Tout frais. Pour l'instant, c'est pas
il n'y a pas énormément d'effets. Mais il y en a. Okay. Il n'y a pas énormément d'effets, on voit une toute petite différence, il faut encore que je me penche sur les interprétations de ces résultats. Alors, rappelle-nous, les effets que tu as vus, c'était à la suite de quoi? D'une application de médecine parallèle, c'est ça? On a pris des personnes atteintes de fibromyalgie. Oui. Pendant 6 semaines, ces personnes ont suivi une thérapie de mindfulness, donc on leur a enseigné… Pleine conscience, voilà, c'est ça. On leur a enseigné comment être en pleine conscience, comment… méditer peut-être? Exactement, c'est de la méditation. Oui. Sur le programme d'un chercheur qui s'appelle Eric Garland, un chercheur américain, qui a développé tout un programme. Donc à la base, c'était à propos des addictions, mais là, il a orienté ça sur le traitement de la douleur. Parce que donc, les personnes fibromyalgiques, c'est vrai, je n'ai pas dit, les personnes fibromyalgiques sont des personnes qui ressentent beaucoup plus de douleur qu'une personne normale. L'hypothèse en vogue, c'est que ce serait une défaillance en traitement de la douleur. Donc il y a une zone au niveau du cortex sensorimoteur central qui doit traiter la douleur, qui doit traiter les informations, et lui il va dire ok, ça c'est la douleur, donc attention. Il y aurait une défaillance à ce niveau-là, ce qui fait que pour les personnes fibromyalgiques, à terme, une simple caresse sur le bras peut être douloureuse. En plus de ça, ces personnes-là vont ressentir des douleurs partout dans leur corps. Donc il y a certains points qui sont plus douloureux que d'autres, notamment les points de tension, donc les épaules, les bras, la poitrine, etc. Et donc ce traitement, enfin pardon, je perds mes mots. Tu veux dire ce traitement? Voilà, cet enseignement de mindfulness a pour but d'essayer de leur faire gérer leur douleur et aussi traite un peu la question des addictions aux opioïdes, parce que c'est une population qui est un peu à risque à ce niveau-là, les opioïdes, donc qui sont des antidouleurs et qui pourraient devenir dépendants de cette… ça crée une dépendance d'une part à la molécule en soi et d'autre part au fait que ça enlève la douleur. Ce qui, pour ces personnes-là, c'est le Graal. Enfin, faut se rendre compte, avoir des douleurs tout le temps, ça doit être un pur enfer. Est-ce que tu sais pourquoi on ne découvre pas l'origine de cette maladie? C'est quand même incroyable, tu vois, pour ne pas pouvoir la traiter jusqu'au bout, quoi. Le problème de cette maladie, d'une part, c'est qu'en début de maladie, voilà, on commence à ressentir un peu des douleurs, on a un peu moins de morale. On va voir un médecin ou un psychologue, un psychothérapeute, et finalement, ils vont nous donner un premier diagnostic qui va coller à moitié, puis un deuxième, puis un troisième. Et en fait, c'est des personnes qui vont souvent se retrouver en ce qu'on appelle en errance médicale, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'elles ont. Et on appelle ça, au fait, on a trouvé ce nom de fibromyalgie à la suite de faute d'un autre diagnostic, ou bien comment? Alors, question un peu complexe, mais quand tous les symptômes y sont et que d'autres ont été exclus, voilà, on commence à penser que c'est de la fibromyalgie. Et c'est vrai que peut-être que c'est une maladie qui manque de recherche sur la symptomatologie, ou en tout cas qui peut être potentiellement divisée en plusieurs autres maladies. On ne sait pas encore. C'est vraiment une question complexe concernant la fibromyalgie. Et c'est en partie pour ça qu'on a du mal à détecter ce qui crée la maladie. On aurait quand même quelques pistes. On aurait quand même quelques pistes qui seraient, on y revient du coup, le trauma. C'est ça. Le trauma, parce que c'est une maladie qui concerne principalement les femmes. Et on a remarqué qu'une bonne partie de ces femmes ont connu des traumas durant leur enfance, et malheureusement des traumas souvent liés à la sexualité. Et donc, une des hypothèses de l'origine de la fibromyalgie serait une somatisation d'un trauma poussé à l'extrême, créant des douleurs partout, etc. Ça c'est… Et donc, mais mon Dieu, c'est une bombe tout ça. Enfin, pour moi qui ne suis pas médecin, tout ça. Mais au fait, maintenant, pour en revenir à ces méthodes de mindfulness, c'est ça que tu as appelé ça, comme ça, de pleine conscience, elles auraient un effet quand même qui montre que, tiens, grâce à ces méditations ou du yoga ou peut-être une forme d'hypnose, elles peuvent trouver
un réconfort là-dedans alors. Ouais, alors ça c'est vraiment pas que propre à la fibromyalgie, mais en tout cas c'est quelque chose un phénomène qui est assez connu sur la fibromyalgie, c'est que étant donné qu'on n'a pas de traitement pour soigner intégralement la maladie, c'est beaucoup antidépresseurs, antidouleurs, c'est des traitements qui visent à contrebalancer les symptômes de la fibromyalgie, mais on n'a pour le moment rien réellement pour la soigner, en tout cas à ma connaissance. Et c'est pour ça que ces personnes-là ont beaucoup tendance à se tourner vers des médecines alternatives. Et alors, c'est là qu'il y a vraiment un effet très intéressant, c'est que, notamment chez les personnes qui se tournent assez fort vers la spiritualité, ces traitements ont des effets positifs. La spiritualité, ah oui, tu dis, enfin, tout ce qui est... Tout ce qui est énergétique, etc. Voilà, exact. Donc, ces méthodes vont avoir de réels effets. Et je ne pourrais pas dire à quel pourcentage exactement sur cette population pour le moment, mais il y a vraiment un effet positif dans une bonne partie des cas de ces médecines sur ces personnes-là. Donc c'est vraiment intéressant. Après, il s'agit de savoir quelle méthode exactement, parce que médecine alternative, qu'on a dit, c'est très large. C'est ça. Exact. Donc il y en a qui font plus se tourner vers le Reiki, d'autres plus sur tout ce qui va être technique de respiration, d'autres, on parle de mindfulness, qui est aussi une médecine alternative. En tout cas, une médecine de supplémentation. Je ne sais pas comment conclure. Ok, ouais. On parlait tout à l'heure aussi de l'effet de résilience. Ouais. Tu parlais vous êtes aussi intéressé de comment certaines pratiques de yoga ont un effet pas seulement sur le trauma, mais qu'en règle générale, ça renforce aussi toute la manière de se remettre debout, enfin de traverser les obstacles, etc. Ça, vous avez aussi constaté, non, dans votre recherche? Attention, pas de yoga. Du coup, on parlait de mindfulness, qui est justement, donc, vraiment, c'est une méditation qui vise à essayer de réorienter tout ce qui va être douleur, on va essayer de prendre du recul par rapport à certaines choses. Et on n'a pas de test clinique qui nous permet de voir si la mindfulness a un effet sur la résilience, à proprement parler. Ce serait intéressant de voir si en effet il y a une augmentation du score de résilience après un traitement en mindfulness. Mais ce serait pas pourquoi pas dire oui. Pourquoi pas, ce serait en tout cas intéressant à investiguer. Ouais. Parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que la résilience, c'est cette capacité justement de traverser. Et puis, selon les zones qu'on travaille, parce que quand on fait quand on applique ces médecines alternatives, que ce soit, tu parlais de cette pleine conscience, c'est ou en tout cas quand on consulte un thérapeute, c'est pour aller dénouer quelque chose. Ouais. Et puis on cible forcément, enfin le patient, il cible une chose précise. Et souvent, cette zone précise, elle a d'autres retombées. Au fait, ça va. C'est comme si un sportif, il va pour se muscler le dos, on disait tout à l'heure, et du coup, il arrivera mieux à nager. Enfin, c'est un ensemble de choses qui fait que c'est comme si on renforçait une manière d'être aussi. Ouais. Alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien investiguer plus tard, voir à quel point on peut transposer des compétences sur d'autres par le biais d'une amélioration, enfin comment dire, de thérapies visant à améliorer la connectivité ou en tout cas le volume, je parlais d'une étude juste après, le volume de certaines zones. Par exemple, voilà, on sait que la résilience, ça va impliquer tout ce qui va être
un réseau avec l'amygdale, donc on a dit le stress, l'hippocampe qui va jouer sur la mémoire, le réseau frontal qui va jouer sur la capacité à analyser des situations, potentiellement voilà, tout ce qui va être réseau de salience qui va nous permettre de la gestion émotionnelle de l'environnement. Donc ce serait intéressant de voir si des thérapies qui visent à améliorer, enfin à muscler, pour faire simple, ces parties-là, vont pouvoir avoir un impact sur un score de résilience. La résilience, c'est quelque chose qui se score. Parce que pour le moment, voilà, c'est quelque chose de... comment dire abstrait. D'abstrait. Oui, quelque chose qui n'est pas palpable. Donc pour l'instant, on le teste avec des scores. Avec des scores, tu dis, c'est des points. Des questionnaires. Des questionnaires. Des questionnaires, ce qui crée un score. Et puis, voilà. Ok. Ça, ce serait vraiment très intéressant à savoir. Parce que ça nous permettrait de nous dire, ok, cette personne a telle maladie, on sait que la résilience est un facteur important pour revenir de cette maladie, par exemple dans la dépression. Voilà, le score de résilience chez les personnes qui ont une dépression va être très impactant sur le pronostic pour sortir de la dépression. Donc ça pourrait être vraiment intéressant pour une personne qui a une dépression, si ça s'avère vrai, si l'hypothèse que j'ai dit précédemment s'avère vraie, une personne qui a une dépression, on lui fait faire cette thérapie-là, meilleure résilience, meilleur pronostic pour sortir de cette dépression. Voilà, au fait. Dans ce cas-là, ça pourrait être très intéressant. Après, c'est quelque chose à tester. Pour l'instant, on n'a pas de base scientifique pour dire oui, c'est clairement possible, mais ça serait intéressant. Parce qu'on observe quand même dans certaines autres pathologies, par exemple la schizophrénie, que des thérapies visant à l'amélioration, donc qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale, orientée sur certaines pratiques, donc l'amélioration dans les compétences sociales, la gestion des émotions, la gestion de son environnement, va, j'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais va permettre aux personnes schizophrènes d'améliorer, on va dire, le volume d'une petite partie du cerveau qui s'appelle le cortex orbitofrontal, qui est juste derrière les yeux, et va, in fine, permettre de réduire les hallucinations, enfin, ce qu'on appelle les symptômes positifs de ces personnes-là. Donc on voit qu'il y a une transposition des exercices qui se font par le biais d'un changement dans le cerveau sur des symptômes que les personnes expérimentent. Donc potentiellement, est-ce qu'on pourrait retrouver le même effet dans la dépression ? Ce serait une question très très intéressante à C'est ça. Tu disais tout à l'heure que on est ce que notre cerveau pense, enfin, où on est toujours en lien, et puis on n'a pas toujours cette conscience-là. Je te parle maintenant des thérapeutes qu'on a aussi reçus, avec qui on a parlé beaucoup. On parle beaucoup du cœur, des émotions, tu vois. Ça passe beaucoup par le fait, on se dit, enfin, il y a cette phrase qui revient tout le temps, je suis trop dans ma tête, je mentalise trop. Ok, mais au fait, aujourd'hui, c'est comme si on se réconciliait aussi avec cette partie de nous qui est à la fois, oui, il y a le corps, enfin le cœur, le corps, mais il y a aussi le cerveau. Et puis, il est finalement autant impliqué dans la manière dont on vit que le reste du corps. On croit des fois qu'on doit se séparer de son mental pour mieux s'écouter le reste du corps. Mais tu es aussi en train de nous dire que le cerveau en soi-même, il enregistre déjà tout ce qui se passe, au fait. Oui, alors absolument. Tu as énuméré pas mal de choses dans ce que tu viens de dire. Oui, c'était flou, ça fonctionne comme ça, c'est parce qu'il y a plein de choses et puis que je n'arrive pas toujours à préciser ce que je veux dire. C'est normal. Voilà. C'est normal. Donc, pour commencer, oui, clairement, le cerveau est en constant changement et en constante adaptation à ton environnement. Peu importe ce qui va se passer, que tu apprennes quelque chose, que tu observes quelque chose, il va toujours se passer quelque chose dans le cerveau. D'ailleurs, par exemple, je suis très content de pouvoir placer ça dans cette interview. Vas-y. Le mythe
des 10, 30 et ni %, on s'en fout, d'utilisation du cerveau, c'est un mythe. Bien sûr qu'on utilise 100% de notre cerveau, enfin, pas tout le temps, bien sûr, sinon ça s'appelle une crise d'épilepsie. Ok, mais ça c'est intéressant. Un court-circuit dans le cerveau qui se propage, ouais. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une crise d'épilepsie, mais bien sûr qu'on utilise 100% de notre cerveau. Notre cerveau change pour s'améliorer, améliorer des connectivités et il va s'adapter, donc oui, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Mais le cerveau est en constant changement et va dans tous les cas s'adapter à ce qu'on vit, à notre environnement. Et ça va ensuite créer des implications sur notre comportement. C'est ce que je te disais au début. Oui. C'est qu'on est le résultat finalement, notre comportement c'est le résultat des connexions qu'il y a dans notre cerveau. En tout cas, c'est ce que dit la théorie des corrélats neuronaux. En ce qui concerne l'aspect émotionnel, on a de la chance d'être dans une société qui évolue de plus en plus sur les questions d'émotion, sur les questions de se connaître, de l'affectivité. Enfin, oui. Exactement. Ouais. Donc oui, on peut. C'est bien qu'on puisse montrer un peu plus nos émotions, qu'on soit un peu plus authentique, bien sûr. C'est toujours bien d'être adapté, je dirais, à l'autre, voilà, faire preuve d'empathie, etc. Oui, je disais, donc voilà, notre société nous permet donc d'utiliser nos émotions, de les vivre, de les intégrer et d'améliorer notre perception des émotions. Oui, c'est ça, exact. Oui, tu disais alors qu'on utilisait quand même le 100% de notre cerveau, ça c'était une information importante. Ouais. Qu'en est-il alors, par exemple, de ces gens qu'on dit hyperactifs ? Alors, ça n'a pas grand-chose à voir. Tout comme nous, ces personnes utilisent 100% de leur cerveau. Ouais. Mais là, pour le coup, voilà, l'hyperactivité, ça va être un agencement du cerveau qui est relativement différent d'une autre. Agencement. Ouais, un agencement, des connectivités qui sont différentes, des volumes cérébraux à différents endroits qui sont différents. Honnêtement, je ne suis pas énormément connaisseur de ce sujet-là, donc je ne pourrais pas être très pointu. Mais comme beaucoup d'autres, je ne peux pas parler de pathologie, mais voilà, troubles du développement, on a tendance à dire, en tout cas développement atypique, comme tout ce qui va dyslexie, tous les troubles 10, comme les TS, troubles du spectre autistique. Voilà, ça va être de manière générale un agencement un peu différent, avec donc, une libération d'agents chimiques un peu différents, qui va créer in fine des comportements totalement différent de ce qu'on peut voir dans la normalité. Enfin, la normalité, dans notre courbe de Gauss, on va dire. Ok. Voilà, je parlais avant de cette manière dont on a aujourd'hui de dire « je suis trop dans ma tête », tu vois, ce sujet que j'ai lancé tout à l'heure. Je voulais dire par là aussi que quand on consulte un thérapeute, il va opérer sur notre corps plus que sur notre tête, puisque dans sa manière de nous parler ou de nous faire écouter des bols ou des musiques, ou en tout cas de faire de la méditation, ça veut dire que lui et moi, en l'occurrence, on va observer ce qui se passe dans le corps et non pas dans le cerveau. Et l'idée, justement, pendant ces thérapies alternatives, c'est d'observer le corps et non pas le cerveau, mais au fait, les deux sont importants. Absolument. Et alors là, ce serait vraiment génial. On n'en est pas encore là parce que ça coûte très cher les études en neuroimagerie, mais ce serait vraiment très très intéressant de voir l'effet neurologique de ces thérapies. On pense, voilà, tu parlais de thérapie par le son avec les bols. Oui. Donc on sait que ça peut avoir un impact sur le cerveau. Voilà, par exemple, quand on tape sur des tambours... C'est ça, exact. Ça te met en état de transe. C'est pour la simple et bonne raison que ces sons ont créé donc des ondes exact. qui vont se
caler, en fait, enfin, qui vont permettre au cerveau de se caler dessus. Et en fait, c'est ce qu'on va retrouver en électroencéphalographie, un certain type d'onde qui va être émis par le cerveau, donc en termes de signaux électriques. Donc en fait, le son va avoir une implication directe sur l'activité électrique du cerveau à un moment T. Et suivant le son, voilà, suivant le son ou le rythme, la modulation de ces ondes, il va y avoir une activité totalement différente. Par exemple, des ondes gamma, donc de tête, je crois que c'est entre 200 et 300 Hz, je ne sais plus exactement, va permettre au cerveau de se mettre dans un état de concentration intense. Et après, c'est là qu'on va pouvoir aller sur des thérapies très intéressantes, bien qu'elles ne marchent pas tout le temps, mais très intéressantes sur tout ce qui va être état modifié de conscience. Donc on parle d'hypnose, on parle de MDR, etc. Où on va justement pouvoir moduler un petit peu, entrer dans... C'est pas du tout scientifique de dire comme ça, mais d'entrer dans le cerveau et pouvoir moduler vraiment tout ce qui va être souvenir, etc. Et ça, c'est une thérapie, d'ailleurs c'est une thérapie très connue pour tout ce qui est trauma, qui marche pas tout le temps, mais on sait que ça marche. C'est ça. Et c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et c'est là qu'on commence à avoir un lien entre des thérapies alternatives, merci. Ouais. Des thérapies alternatives et vraiment ce monde des neurosciences, un chemin qui commence à se faire. Ouais. Mais comme je disais, voilà, ce serait très intéressant de voir l'impact en neurosciences des tambours, admettons, sur une durée, je ne sais pas, 6 semaines, et voir s'il y a des différences de connectivité, etc., ou peut-être des différences de comportement, d'expression du comportement ou des émotions, je ne sais pas, peu importe, voir qu'est-ce que ça crée en termes d'activation et en termes de connectivité. Ce serait vraiment très très intéressant, mais comme je disais, ça coûte tellement cher. Je comprends. Un patient en neuroimagerie, c'est autour des 1000 francs, sans juste le fait de le faire passer. Une fois, sans compter le fait de payer les gens qui le font passer, de payer les chercheurs derrière. Et puis une fois, en termes de temps, ça veut dire quoi? Le faire passer une fois en IRM? Ça veut dire il passe 30 minutes à 2 heures dans l'IRM. Ok. Rien que ça. C'est en gros de 250 à 1000 francs pour ça. Mais c'est extrêmement cher. C'est marrant parce que tu parlais de ces tambours, c'est un peu chamanique, cette histoire de... Puis tu vois les Indiens qui marchent autour, qui marchent sur la terre, qui sautent sur la terre comme pour sentir la terre. On a l'impression qu'ils ont éteint le cerveau, je schématise, qu'au fait ils sont que dans leur corps, tu vois, pour dire, mais au fait, le cerveau a pris totalement le rythme. Ils fonctionnent en même temps que leur corps dans ce sens-là, au fait. Oui, c'est ce qu'il y a de beau avec la musique. Mais c'est ça qui est génial. Comme je te disais, cet impact que ça a sur le cerveau, c'est bête, mais quand on est en boîte et qu'on réussit à se mettre dans le mood de la musique, j'allais justement dire. C'est exactement ça qui se passe. C'est que tu n'es plus dans la réflexion du moment, tu es un peu en pilote automatique dû à l'activité cérébrale. Après, quelle activité cérébrale? Je ne vais pas faire passer un IRM à quelqu'un en boîte. Mais c'est vrai que c'est une question tout à fait intéressante. Et... Oui, c'est totalement intéressant. Et puis, ce que je trouve, c'est dommage parce que, ce qui est dommage plutôt, je vais dire comme ça, c'est qu'on croit qu'on doit toujours être dans cet état-là, tu vois? Parce que, souvent, les gens avec qui je parle de ces médecines alternatives, ils disent « Oh, si seulement je pouvais éteindre mon cerveau ». Mais non, au fait. Parce qu'il n'y a pas que... Au fait, ils s'adaptent à ce qu'on vit, à ce qu'on pense. Et puis, pour reprendre l'idée que tu disais au début, on est le résultat de notre cerveau, au fait. Donc, à nous aussi d'intégrer de temps en temps des pensées presque automatiques, comme si je pouvais dire ça, tu vois, pour améliorer je ne sais pas, la chose, ou pour se dire,
je prends un chemin que je n'ai pas l'habitude de prendre dans la tête. Oui, ça va être le but des thérapies cognitivo-comportementales, c'est ça. Les TCC, ou CBT en anglais. C'est de partir d'un dialogue de certains exercices, et à force de les répéter, cela permettrait de créer des connectivités, des chemins différents dans le cerveau, et par la suite d'avoir une adaptation du comportement. C'est totalement le but. Et par exemple, quand... je ne crois pas que ça, en l'occurrence, ce soit utilisé dans les TCC, mais le fait de se répéter tout le temps quelque chose, de faire une liste de choses positives. Voilà, tu as déjà entendu parler de l'exercice, tous les jours tu fais une liste de choses positives qui t'arrivent à la fin de ta journée. Ça va te permettre de te... reconditionner. De te reconditionner, de te focus sur les choses positives. Et potentiellement, tu seras plus adepte de voir des choses positives de manière générale dans la vie, dans tes journées suivantes, et in fine être plus positif de manière générale. Je vois. C'est une question d'orientation de l'attention, ça peut. Exact. Mais donc oui, déconnecter le cerveau, quelle drôle d'idée, on meurt si on n'a plus de cerveau. Mais oui. Non, mais j'aime bien parce que ça réconcilie aussi avec cette activité cérébrale qui est décriée un peu aujourd'hui, puisqu'on fait pas toujours, on le prend pas toujours avec dans l'idée de ces médecines alternatives. On croit qu'on doit observer le corps, qu'il parle. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qui le fait parler? C'est bien le cerveau, au final. Oui, alors absolument. Et c'est là qu'il faut aussi faire attention. En général, quand quelqu'un dit « je suis tout le temps dans ma tête, j'arrive pas », c'est que c'est des personnes qui ruminent. C'est des personnes qui ont des pensées négatives dans la tête. Ah voilà, et alors, là, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, il faut essayer de le repérer, essayer de le contrecarrer. Donc, il y a plein de façons de contrecarrer des pensées, des pensées ruminantes. Mais c'est les premiers symptômes d'une journée qui va mal se passer parce qu'on pense sans cesse à cette chose-là. Et puis, plus tu y penses, plus ton cerveau crée la connexion. Et plus tu vas faire attention. Ah oui, tu renforces cette connexion. Exactement. En fait. C'est pour ça que je te disais, chaque chose que tu fais, c'est des connexions qui se créent dans ta tête. Ton cerveau est en constant développement. Ok. Et c'est réjouissant. Parce que de se dire qu'on ne vieillit pas dans le cerveau, dans le fond. Ah, on ne vieillit pas, il y a des ralentissements. Mais oui, mais il ne s'arrête pas de penser. Jamais. C'est ça qui est génial. Il ne s'arrête pas d'évoluer. Il y a 20 ans, je dirais, on pensait encore qu'à partir de l'âge adulte, donc entre 20 et 25 ans, le cerveau s'arrêtait d'évoluer. Bien sûr que non. Il évolue différemment, parce qu'il y a différents stades de développement chez l'enfant. C'est ça. Au travers de ce qu'on appelle l'élagage synaptique, donc le fait qu'il y ait beaucoup de neurones qui se coupent à certains moments de la vie pour se recréer d'une autre manière, différentes directions différentes. Donc la création de certains neurones est différente de l'enfance à l'âge adulte, mais à l'âge adulte, il y a quand même des neurones qui se font. Et s'il y a quand même des neurones qui se font, c'est-à-dire que il y a toujours des chemins qui se font, et heureusement, parce que c'est ça qui nous permet de changer de comportement, de changer de vision des choses, de guérir de certaines maladies. Mais c'est super. Mais au fait, c'est le but, et c'est un message tellement positif, au fait. Bien sûr. Ouais. Il faut juste se rendre compte de quelles sont nos habitudes, nos travers. Tout à l'heure, on parlait de biais cognitifs, de raccourcis de pensée qu'on faisait. Il faut juste faire attention à s'en rendre compte et à essayer de passer au-delà de ça. Et c'est comme ça qu'on apprend à réagir à nos comportements et puis s'améliorer. Oui, à réagir au fait à réagir. Et c'est là qu'il y a aussi une conscience qui se fait. Peut-être pas la pleine conscience, mais en tout cas une partie. Merci Loïc pour cet entretien. Merci à toi. Passionnant. C'était un très très bon moment. Ouais, super. T'as apprécié? Oui, vraiment. Ça fait toujours plaisir et de pouvoir partager un moment comme ça et de pouvoir partager les connaissances qu'on acquiert à l'université pour le partager au plus grand public. Oui. Merci beaucoup pour cette opportunité. Parce qu'on a le monde en face là.
Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez vu qu'on peut très bien parler du cerveau et du corps en même temps. Merci de nous liker, de vous abonner. On a besoin de vous, que vous partagiez, on a besoin de vos commentaires. Vous nous trouvez aussi en podcast sur Spotify et vous allez nous retrouver dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt.